Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la notion de violence, au plan philosophique et à l'ouvrage d'Albert Camus se nommant L'homme révolté. Comme je l'ai précisé dernièrement, il s'agit d'une notion transversale, donc pour compléter avec les sujets où j'aborde ici spécifiquement la notion de violence, je vous renvoie vers d'autres enregistrements consacrés à Hegel, dans la série Histoire notamment, à Machiavel ou à Hobbes. Ils parlent presque tous de violence d'une façon ou d'une autre si ça vous intéresse. Récemment, j'ai effectué un retour à la pensée de Machiavel afin de définir la violence et d'envisager celle-ci sous son versant légitime. On a pu voir que la violence, en tant que concrétisation d'une volonté de destruction d'un autre, que soi, ou tout simplement d'un ordre établi, pouvait donner lieu à une fondation s'il n'y a encore rien à fonder, ou une refondation, ou bien, à l'inverse, à une négation pure et simple, qui ne proposait aucune alternative sérieuse et durable en retour. Bien entendu, c'est cette seconde forme de violence que condamne Machiavel, qui pense qu'une violence froide et savamment planifiée, avec une vision à long terme, finalement, cette violence-là, il pense qu'elle profiterait au plus grand nombre et serait louable, bien qu'étant immorale. Hegel sera influencé par cette idée puisqu'il reprendra dans sa philosophie l'idée du grand homme, qui serait une figure providentielle dont la violence des passions qui l'animent en viendrait à créer un bouleversement et de manière dialectique un nouvel ordre qui profitera à l'humanité sur le long terme par la suite. Sur ce point, je vous renvoie à un ancien enregistrement sur la notion d'inconscient historique chez Hegel pour plus de détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement au prince de Machiavel, le grand homme de Hegel se bat par soif de pouvoir et n'a pas conscience qu'il est le jouet d'une force qui le dépasse, c'est surtout ça la différence entre les deux, et qui sera amené à profiter au plus grand nombre en dépit de son égoïsme et de son immoralité. C'est précisément face à ces conceptions machiavéliennes et hegeliennes de la violence que Albert Camus écrit son ouvrage L'homme révolté, qui demeure une de ses œuvres les plus marquantes sur un plan strictement philosophique, Camus étant un auteur français bien connu, également pour ses bijoux littéraires, mais possédant tout de même une certaine pertinence philosophique. On fait généralement de Camus le penseur de l'absurde. On l'affilie généralement au courant existentialiste, même s'il refusait cette étiquette. En tout cas, dans L'homme révolté, l'absurde n'est pas envisagé simplement comme le non-sens inhérent à l'existence humaine, comme c'était le cas dans son ouvrage Le mythe de Sisyphe. Il l'envisage ici plutôt comme propre à l'injustice qui vient de l'homme imposant la violence et l'oppression à d'autres hommes. La révolte est pensée comme réaction à l'injustice. L'absurde ici, c'est l'injustice qui stimule la révolte. Elle a lieu face au non-sens que l'injustice représente. De fait, selon Camus, une violence exercée par un homme qui souhaite obtenir le pouvoir par ambition, ou parce qu'il estime qu'il sait mieux que les autres comment gouverner, ou même, si c'est pas un simple coup d'État, une révolution populaire, celle qui correspondrait au fantasme des communistes, avec la révolution prolétarienne, n'est pas légitime. En fait, l'essentiel de l'ouvrage de Camus tient dans la distinction effectuée entre révolte et révolution. La révolte, nous dit Camus, a pour base un sentiment d'injustice. Elle naît dans les faits face à un oppresseur et elle possède une dimension solidaire. On est révolté lorsque l'on s'en prend à nous ou au groupe auquel nous appartenons. De manière générale, nous nous révoltons lorsque nous observons une injustice qui nous paraît absurde et insupportable. Toutefois, la révolte n'est pas sélective, elle ne se limite pas aux personnes avec lesquelles je partage un même rang social, un même sexe ou que sais-je encore. Elle est une volonté de suppression de l'injustice et du tort causé à l'humanité. Ce qu'il y a de profond dans la thèse d'Albert Camus, et qui nous change un peu des âneries qu'on peut entendre parfois à l'heure actuelle, c'est clairement son aspect métaphysique et humaniste.
Ici, Camus tente de fonder la légitimité de tout mouvement contestataire sur notre appartenance au genre humain, qui est le seul qui vaille. C'est une pensée qui se veut tout à la fois humaniste et pacifiste. Il faut savoir que cet ouvrage va avoir une portée toute particulière au moment de la guerre d'Algérie et de la décolonisation de cette dernière. On reprochera à Camus de ne pas avoir pris position, lui-même étant pied noir, face à ces conflits, contrairement à Sartre qui n'hésitera pas à se faire haïr des pieds noirs, mais on découvrira plus tard qu'il était pour une indépendance progressive de cette dernière qui ne se solde pas par un bain de sang. Sartre, de son côté, qui était bien copain avec Camus il fut un temps, n'hésitera pas à prendre toutes les positions clivantes et parfois outrancières qu'il lui semblera bon de prendre. Il aurait même été jusqu'à dire, malgré son statut de bourgeois, afin de montrer sa solidarité à l'égard de la classe prolétarienne, « Tout anticommuniste est un chien ». Cette citation est à prendre au sérieux malgré son caractère agressif qui pourrait sembler grotesque. Sartre ne s'engageait pas avec le dos de la cuillère, pourrait-on dire. En tout cas, ça dépendait des moments, car il s'agit en réalité de diviser le genre humain, ou plutôt de tracer les limites de l'humain entre les communistes d'un côté, soucieux des droits humains, qui réprouvent l'exploitation du prolétariat, et ceux qui s'y opposent et sont donc des chiens. Autrement dit, des bêtes ne méritant même pas d'être considérées comme humaines. Bah oui, soit vous êtes du côté des gentils, ou en tout cas de ceux qui veulent que la classe exploitée soit libérée, soit vous êtes anti-exploitation, donc vous êtes un chien. Vous voyez, ça paraît manichéen, mais c'est ça. Donc c'est ça qui ne plaît pas à Camus, c'est face à cet engagement virulent qui consiste à vouloir fragmenter l'humanité en fonction de ses opinions politiques, de ses prises de position face à un conflit ou de toute autre réaction violente face à un conflit, que Camus écrit tout ceci. C'est là que Camus prendra ses distances avec Sartre, tant sur un plan humain que philosophique. En effet, Camus aura un mot délicieux à l'encontre de ce qu'il nomme les engagés de la politique, et il taclera Sartre sans le nommer, en déclarant que ceux qui veulent la révolution ou la révolte violente doivent nécessairement y prendre part, plutôt que de souhaiter que l'on s'en charge pour eux. Hein ? Oui, bah, il a pas tort, hein. Autrement dit, vous vous la jouez petit bourgeois révolutionnaire, mais qu'attendez-vous pour participer au vent de violence que vous voulez souffler ? On peut même voir dans la réflexion de Camus une définition profonde et intéressante de la lâcheté, en fournissant un travail d'interprétation supplémentaire. Sartre définissait justement la lâcheté comme le fait d'invoquer des mobiles comme autant de causes pour se déresponsabiliser. On pourrait dire que Camus, de son côté, il définit celle-là de manière implicite comme le fait de souhaiter pour les autres ce que l'on n'est pas soi-même en mesure d'accomplir. Allier la parole à l'acte, en somme, ça serait le contraire de la lâcheté en ce sens. Mais passons, et venons-en au texte que je vais à présent citer, où Camus décrit bien ce qu'il entend par révolte. On pourra ensuite en venir à la notion de révolution par contraste. Camus nous dit celle-ci, à propos de cette dernière, il nous dit que d'une façon précise, dans le chapitre se nommant La pensée de midi, révolte et meurtre, la révolte n'est nullement une revendication de liberté totale. Je cite: au contraire, la révolte fait le procès de la liberté totale. Elle conteste justement le pouvoir illimité qui autorise un supérieur à violer la frontière interdite. Loin de revendiquer une indépendance générale, le révolté veut qu'il soit reconnu que la liberté a ses limites partout où se trouve un être humain. Le révolté exige sans doute une certaine liberté pour lui-même, mais en aucun cas, s'il est conséquent, le droit de détruire l'être et la liberté d'un autre. Il n'humilie personne. La liberté qu'il réclame, il la revendique pour tous. Celle qu'il refuse, il l'interdit à tous. Fin de citation. Ce que Camus nous dit ici, c'est justement que le révolté n'est pas une sorte d'homme ambitieux qui pense changer le destin du monde, ou qui aurait même nécessairement un projet politique précis en tête, d'ailleurs.
Il y a pour Camus quelque chose de confus dans les valeurs que les révoltés prônent, puisque la révolte, avant d'être une somme d'actions concrètes, est un sentiment. Je suis révolté lorsque je vois un homme se comporter comme une ordure et opprimer quelqu'un. Je ne me révolte pas simplement pour moi, y compris quand je subis une injustice. Je suis révolté parce que ce que l'on m'inflige, je ne le souhaiterais à personne. J'ai déjà subi une oppression et une trahison grave où l'on a tenté de m'humilier, mais si je me suis révolté, ce n'était pas par ressentiment en un sens nietzschéen, comme une sorte de volonté de vengeance qui serait rentrée en moi, mais parce que ce que j'ai subi à ce moment-là de ma vie, je ne le souhaiterais réellement à aucun être humain. Selon Camus, il y a donc comme valeur réelle fondant la révolte et lui conférant sa légitimité, une solidarité. Solidarité qui prend racine dans l'humanité même. Je suis révolté face à ce qui nuit à l'idée même de l'humanité, car chaque individu est un être humain et mérite d'être considéré comme tel. Or, la violence détruit l'identification que nous pouvons avoir avec ce genre humain. Je cite de nouveau Camus. Dès qu'il frappe, le révolté coupe le monde en deux. Il se dressait au nom de l'identité de l'homme avec l'homme et il sacrifie l'identité en consacrant dans le sang la différence. Son seul être, au cœur de la misère et de l'oppression, était dans cette identité. Le même mouvement qui visait à l'affirmer le fait donc cesser d'être. Il peut dire que quelques-uns, ou même presque tous, sont avec lui. Mais qu'il manque un seul être au monde irremplaçable de la fraternité, et le voilà dépeuplé. Si nous ne sommes pas, je ne suis pas. Fin de citation. Autrement dit, la révolte, face à l'injustice, oui, mais elle a ses limites, et ne doit en aucun cas cautionner la barbarie et la violence sous aucune forme que ce soit. La fausse révolte, c'est précisément la révolution qui n'est pas animée par cette volonté proche de l'impératif catégorique de la morale kantienne et auquel l'éthique de Camus semble faire écho, à savoir traiter l'autre comme un autre soi et lui souhaiter ce que je peux moi-même vouloir me souhaiter. Ce n'est pas une volonté de neutralisation d'un pouvoir dominateur de manière pacifique qui chercherait à restaurer l'égalité entre les hommes, mais une volonté de destruction du pouvoir en place qui vise l'identification et la destruction d'un ennemi. C'est en ce sens, par la parole elle-même violente de Sartre, la division du genre humain, ou plutôt l'exclusion d'une partie de l'humanité identifiée comme non humaine. Les anticommunistes, qui sont des chiens à un moment donné pour Sartre. Donc en effet, la violence se fonde sur une fracture de l'idée même d'humanité et sur une action qui vise à se dissocier de la personne que l'on veut supprimer ou à laquelle on veut nuire. Même quand vous mettez une claque à quelqu'un, c'est évident que vous n'aimeriez pas vous la mettre à vous-même. Vous vous dissociez de l'humanité comme si c'était une espèce d'entité abstraite dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas, et vous nuisez directement à un autre que vous, qui de fait n'appartient pas à l'humanité à laquelle pourtant vous appartenez. Donc le révolté ne veut pas nuire au pouvoir oppresseur, il veut avant tout restaurer l'égalité et neutraliser ce pouvoir-là, mais pas à n'importe quel prix. Tandis que le révolutionnaire est prêt à aller jusqu'au meurtre. Il est animé, d'après Camus, par un contentement meurtrier qui vise à la suppression d'un adversaire désigné qui empêche à l'humanité de rester unifiée. Oui, parce que le révolutionnaire, quand même, il prétend faire ça pour des intentions louables. Il dit pas « Ouais, je veux juste les tuer !» Évidemment, c'est beaucoup plus insidieux que ça. Là, Camus s'intéresse vraiment aux motivations profondes, justement, du révolutionnaire par rapport au révolté. Et il constate que les intentions du révolté seraient autrement plus nobles et éthiques. Puisque vouloir restaurer l'égalité et la justice, c'est pas la même chose que vouloir se venger d'un oppresseur. C'est différent. C'est de cette façon que Camus justifie en outre le fait que les révolutions, historiquement parlant, finissent mal,
avec une nouvelle forme de dictature, parfois encore plus violente que l'ancienne, puisque celles-ci sont conduites par des hommes violents, animés par une volonté de destruction. Autrement dit, Camus s'oppose à la justification de la violence par une forme de raisonnement dialectique ou machiavélien qui justifierait la violence comme un mal nécessaire à un plus grand bien à venir. Non seulement cette violence de la Révolution qui va jusqu'au meurtre n'engendre qu'un nouveau régime de violence, la terreur de Robespierre suite à la Révolution française par exemple, car elle a pour racine la volonté de destruction, et non la révolte solidaire et humaniste. Mais en plus, cette révolution et cette explosion de violence n'est pas désirable en soi, en ce qu'elle crée la démesure chez l'homme qui perd son humanité. Il y a une belle idée de Platon qu'on retrouve dans La République au livre 2, c'est celle selon laquelle la justice est souhaitable pour ses conséquences et en elle-même, vous voyez. On voit ici justement que Camus est influencé par l'esprit de la sagesse grecque de l'Antiquité, pour lesquels l'homme devait vivre conformément à une vertu de tempérance et ne pas céder à la violence de ses passions, le portant à la démesure et à l'excès. Celui qui pense savoir quel projet politique conviendra à l'humanité et quel pouvoir politique constitué se place déjà au-dessus du genre humain. D'ailleurs, il estime aussi que qui sont des êtres humains et qui n'en sont pas, car la violence est toujours justifiée par le fait que je ne considère pas ma victime comme moi-même. Quand je suis violent envers quelqu'un, je l'ai déjà dit avant, mais je répète pour que ça soit bien clair, c'est évident que je ne voudrais pas être violent envers moi-même. Ce que je souhaite à ce moment-là pour l'autre, se prendre quelques claques dans la tête, je ne me l'infligerai pas à moi. Donc c'est là qu'on voit toute la dimension métaphysique dans la pensée de Camus, puisque les hommes restent des hommes, y compris les oppresseurs, qui ne doivent pas être supprimés. Si la haine et la volonté de destruction est le stimulant de la révolte, ces fruits seront nécessairement pourris. Et il y a suffisamment d'exemples historiques de révolutions qui tournent mal pour le prouver. Ça, c'est la fausse révolte. La révolte camusienne serait donc une action défensive ayant pour but de défendre les droits humains sans détruire pour autant un adversaire via le meurtre. On peut penser que Camus ne s'opposerait pas aux manifestations, aux actes de désobéissance civile par exemple. J'ai déjà consacré un enregistrement là-dessus d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous irez voir. En tuant et en oppressant la révolte, nie son propre fondement qui la légitime, l'exigence du respect de l'humain sous toutes ses formes, car pour celui qui frappe, et par frapper il faut entendre la violence sous toutes ses formes, l'humanité n'est plus une. Je déshumanise nécessairement celui que je violente, qui devient alors une chose pour moi. C'est pour cela que Camus dit à ce propos « Je me révolte, donc nous sommes », qui est une reprise et une modification du « Je pense, donc je suis » de Descartes. Descartes faisait émerger l'être du fait de penser, car penser est premier par rapport au reste, par rapport à la conscience que nous avons d'exister, puisque pour être conscient d'être et en attester il faut penser. Eh bien pour Camus, il en va de même pour ce qui est du lien entre révolte et existence commune. Si je me révolte, ce n'est pas pour moi, pour mon intérêt personnel, par soif de sang ou par vengeance, mais bien parce que nous sommes, parce que j'appartiens à l'humanité qui me dépasse, et au nom de cette humanité à laquelle j'appartiens, je dois me révolter face à l'injustice, à l'oppression qui m'est faite à moi ou à l'un des miens. Le révolté protège donc l'identité de l'homme avec l'homme et cherche à sauvegarder l'humanité ainsi que sa nature. Il se dresse dès qu'un homme est frappé et ne distingue pas les hommes selon leur appartenance ethnique ou géographique par exemple. Vous savez, pas comme ces espèces de crétins qui possèdent une indignation à géométrie variable en fonction de leur accointance idéologique et politique. En ce sens, Camus nous dit bien, en reprenant une devise du révolutionnaire mexicain Emiliano Zapata, « Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux », car il ne faut pas non plus penser qu'il est pour une révolution molle, mais plus pour une action de neutralisation de l'oppression
qui aura beau ne pas céder à la violence, elle ira quand même jusqu'au bout, hein. Mieux vaut être un martyr qui se sacrifie pour ses idées humanistes qu'un révolutionnaire auquel la soif de sang ferait perdre l'idée d'unité du genre humain et la solidarité qui doit tous nous unir face à l'absurdité de l'injustice. Enfin, je terminerai par cette citation attribuée généralement à Camus, qui offre l'idée complémentaire à la précédente pour cerner toute la subtilité et la profondeur de son idée, citation qui en réalité viendrait de son père alors qu'il était tout jeune. Je cite « Un homme, ça s'empêche ». Les limites de l'humain sont donc les limites dans lesquelles l'homme accepte de rester en ne niant pas l'humanité chez un autre et en se refusant la violence qui commence dès lors qu'un humain est frappé par un autre. La violence appelle généralement à la violence, mais elle ne le devrait pas, et si l'homme parvenait à s'empêcher d'y répondre de manière aussi instinctive et mécanique, il resterait homme, car il ne se révolterait purement et simplement face à ce qu'il ne peut souhaiter, ni pour lui, mais surtout, à travers son exemple, il ne se révolterait pas en voulant supprimer un homme en particulier. Il se révolterait parce qu'il peut vouloir supprimer l'injustice qui lui est faite à lui, comme il pourrait ne pas la vouloir chez les autres, voyez ? Donc la violence commence donc lorsqu'un homme n'est plus un homme et ne parvient plus à s'identifier à son prochain. Il ne retient plus la violence qui est en lui et la volonté qu'il aurait de détruire l'autre qu'il ne reconnaît plus comme un autre lui-même. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je ne suis pas sûr de retraiter la notion de violence en tant que telle, mais si jamais ça vous a plu ou si ça vous est utile, peut-être que je développerai d'autres théories sur le sujet qui demeurent originales et méconnues. En attendant, je vous remercie pour votre fidélité et votre support indispensable pour aider mon travail à se faire connaître. Je vous dis à bientôt pour un autre enregistrement, quand j'aurai le temps, et à une prochaine fois.